Oui, on peut parler de crise, mais est-ce que c'est une crise plutôt autour de l'Ukraine, sachant que l'Ukraine, qu'est-ce qu'est l'Ukraine finalement? Un pays qui a une histoire particulièrement compliquée, qui est devenu un État depuis seulement 30 ans, un État indépendant, et donc qui est plutôt une terre de marche, un pays dont les délimitations territoriales ont beaucoup varié avec le temps et qui au fond, d'ailleurs le nom même d'Ukraine, on le rappelle très souvent, mais qui signifie frontière, indique bien cette zone de marche, donc avec des influences qui sont évidemment très fortes, qu'elles viennent de l'Est ou qu'elles viennent de l'Ouest. Elles se rencontrent en Ukraine et s'expriment aussi de façon forcément conflictuelle à certains moments de l'histoire. Et nous sommes dans un de ces moments de l'histoire. Et bien sûr, la question de l'identité est au fond l'un des aspects de cette crise, et sachant que l'Ukraine est un pays qui est en guerre depuis 8 ans, avec une région, donc cette fameuse région séparatiste du Donbass et de Lugansk, euh, considérées effectivement qui sont des régions russophones, mais ce ne sont pas les seules régions russophones de l'Ukraine. Et au fond, donc, que signifie être ukrainien quand on est aussi russophone? Et dans ce questionnement, évidemment, la question de la religion intervient aussi très fortement. Alors s'agissant de la relation de la Russie à l'Ukraine, si on la voit de ce point de vue-là, évidemment, il y a un enjeu symbolique qui est extrêmement fort, dans la mesure où il est, dans l'histoire russe traditionnelle et d'aujourd'hui, l'ancienne Rousse de Kiev représente finalement le berceau historique de l'État russe, le premier État qui existait et puis qui se serait ensuite étendu vers le nord. Et donc, Russes et Ukrainiens partagent ce lieu d'origine, et simplement avec une interprétation qui en est différemment faite, puisque les Russes considèrent que la Russie est née là, et les Ukrainiens considèrent que la culture slave est née là, et l'Ukraine est vraiment s'est fondée autour de ce berceau. Et évidemment, le baptême de la Russie, qui s'est donc effectué à Kiev au IXe siècle, marque son entrée dans l'histoire, et c'est donc l'histoire de l'orthodoxie russe aussi qui a son berceau à Kiev. Et la question de l'orthodoxie est aujourd'hui justement l'un des grands thèmes de la crise entre l'Ukraine et la Russie, dans la mesure où récemment l'Église orthodoxe ukrainienne a été reconnue comme une église autocéphale par le patriarcat de Constantinople, et non pas donc de Moscou, en vertu d'un très ancien rattachement de Kiev à Constantinople. Et donc la naissance de cette église autocéphale marque évidemment une rupture avec Moscou, qui est vécue sous une forme particulièrement intense du côté russe. Alors, si on aborde cette question sous cet angle-là, il faudrait bien sûr évoquer qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans ou moins, c'est-à-dire depuis le fameux millénaire de la christianisation de la Russie, qui a été fêté donc à la fin des années 1980, à l'époque de la perestroïka, qui a été finalement l'expression la plus spectaculaire, hein, du renouement avec la religion dans ce qui était encore l'Union soviétique, et ce qu'on a appelé le début de la renaissance spirituelle de la Russie. Enfin, de la Russie, et puis également des États qui, associés à l'URSS, et en particulier justement l'Ukraine.
Et donc, il y a eu cette première phase de renaissance spirituelle où le patriarcat de Moscou, et puis il y a eu un essor absolument considérable des paroisses, des monastères, donc en Russie même, mais également en Ukraine. Et au fond, très rapidement, c'est quand même peut-être un élément qu'il faut souligner, très rapidement, le patriarche Alexis, je crois que ça date de 1990 déjà, a reconnu une assez forte autonomie à l'Ukraine, tout en restant bien sûr une église liée au patriarcat de Moscou. En Ukraine même, évidemment, l'indépendance de l'Ukraine s'est caractérisée par une volonté, bien sûr, d'affirmer quand même une indépendance à tout point de vue. Et il y a eu aussi une certaine entremise du pouvoir politique à Kiev pour favoriser aussi l'indépendance religieuse de l'Ukraine. Alors ça s'est manifesté sous plusieurs aspects, il faut quand même aller être un peu synthétique. Il y a eu la proclamation, l'autoproclamation d'un patriarcat à Kiev, donc par un groupe de prélats qui s'opposait déjà donc à l'obédience du patriarcat de Moscou, donc il s'est autoproclamé avec l'aval aussi d'un certain nombre de dirigeants politiques. Et puis, on arrive quand même à la crise de 2014 avec l'annexion de la Crimée par les Russes, le début de cette guerre avec les régions séparatistes soutenues par Moscou. Et dans ce contexte-là, évidemment, il y a eu une intensification, malgré tout, des tensions et qui a abouti donc à ce que le patriarcat de Constantinople finalement reconnaisse la légitimité de cette église anciennement autoproclamée patriarcat et accorde l'autocéphalie donc à l'église ukrainienne. Et là, on est quand même fin 2018, début 2019, donc finalement il y a très peu de temps de cela. Et depuis, les relations sont évidemment devenues très compliquées, sachant qu'en Ukraine même s'il est relativement difficile d'évaluer exactement la situation aujourd'hui, l'église du patriarcat de Moscou et l'église ukrainienne autocéphale semblent à peu près se partager les paroisses et le nombre de croyants, de pratiquants en Ukraine aujourd'hui. Mais enfin, à côté de l'orthodoxie, il y a aussi, bien sûr, la trace, et pas simplement la trace, mais les forces vives liées à l'histoire. Et ce qui ferait une des grandes spécificités de l'Ukraine dans ce paysage, disons, post-soviétique et même des marges de l'ancienne Union soviétique à l'ouest, c'est la présence d'une église gréco-catholique qui doit avoir aujourd'hui quelque chose comme 4 millions de fidèles. Donc une église qui elle-même a renaquis de ses cendres puisque l'église gréco-catholique était interdite durant la période soviétique et donc qui est particulièrement implantée dans l'ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire pour l'essentiel en Galicie orientale, sachant que la Galicie orientale a une histoire en soi qui a rejoint très tardivement l'histoire de l'Ukraine soviétique depuis les années 20. La Galicie orientale n'a rejoint, et la Volhynie, une région un peu plus au nord, ont rejoint donc l'Ukraine soviétique autour de la Seconde Guerre mondiale, finalement, dans les nouvelles frontières qui avaient été établies avec l'Allemagne nazie dans le cadre du pacte germano-soviétique de 1939 et qui ont donc définitivement été annexées à l'Ukraine soviétique en 1945. Et donc l'Ukraine orientale fait partie au fond de l'histoire plus ancienne. Alors si on remonte à l'entre-deux-guerres, l'histoire polonaise qui s'étendait
qui s'étendait en Galicie orientale, mais aussi dans la région de Lituanie. Et puis avant la Première Guerre mondiale, à l'histoire habsbourgeoise. Et donc, dans le cadre de l'histoire des Habsbourg, cette dimension de l'Église gréco-catholique est aussi l'une des caractéristiques du développement de cette région pour tout ce qui est depuis l'époque moderne finalement. Et enfin, peut-être aussi rappeler la présence d'une Église catholique qui, elle, est bien sûr beaucoup moins importante, qui doit avoir peut-être moins d'1 million de fidèles, mais qui néanmoins rappelle aussi la présence justement de Polonais et puis d'autres minorités dans ces régions de marge entre la Pologne, la Biélorussie, plus au sud, la Tchécoslovaquie et la Roumanie. Enfin, les frontières de l'Ukraine d'aujourd'hui bordent vraiment tous les pays d'Europe orientale. Une chose est sûre, c'est que c'est une histoire, c'est finalement, il faut dire que donc l'Ukraine faisait partie de ces territoires qu'on appelait la zone de résidence de l'Empire russe, qui avait été créée par Catherine II et qui explique en partie une présence juive historique extrêmement importante en Ukraine et qui effectivement est très absente aujourd'hui. Et on a souvent l'habitude de dire ici en France et plus généralement en Europe occidentale, on parle de la Shoah et on parle de la Shoah à l'Est. Mais en fait, la Shoah, c'est l'Est. Auschwitz ne représente pas le cœur de la Shoah. La Shoah s'est déroulée vraiment beaucoup plus à l'Est et sur place. Et donc, effectivement, les terres de Galicie orientale, des régions aujourd'hui orientales de la Pologne, ont été parmi les plus touchées. Ce qu'on peut dire, c'est que l'introspection sur cette histoire est quand même balbutiante encore en Ukraine, même s'il existe ici et là des musées, des centres de la culture juive, mais c'est quand même un phénomène qui reste très très minoritaire et qui fait partie de cette conscience historique encore à construire. Mais il faut dire quand même qu'en Ukraine, c'est d'abord peut-être ce qui masque justement la possibilité de mener une introspection sur la Shoah, sur les autres qui étaient les nôtres au sein de cette histoire partagée du premier XXe siècle. Ce qui masque la possibilité, c'est d'abord peut-être le conflit qui existe entre les Ukrainiens. Et d'un côté, avec à l'ouest, finalement, cette renaissance d'une identité qui était l'ukrainité en Ukraine, notamment du point de vue de la langue, était quand même particulièrement forte à l'ouest. Le premier mouvement revendiquant le premier front ukrainien de la perestroïka était à l'ouest. Le mouvement Ruch, qui veut dire mouvement d'ailleurs, c'est à l'ouest qu'il s'est développé. Et donc, avec la montée en puissance du réveil ukrainien, eh bien, finalement, c'est aussi toute cette histoire différente et d'une certaine manière antagoniste qui s'est manifestée entre l'Est et l'Ouest. L'Ouest qui a été occupé par les Allemands, mais où il y a eu un mouvement de résistance nationale qui a été en même temps extrêmement marqué par l'antisémitisme et qui a été particulièrement donc fort à l'Ouest, tandis qu'à l'Est et au nord du pays, c'est plutôt quand même l'histoire des partisans soviétiques qui est une histoire qui est dominante. Et c'est à l'Est aussi, à l'Est et en Ukraine centrale, que finalement la fierté partagée avec la Russie
d'avoir finalement été la grande puissance victorieuse sur le nazisme et évidemment la plus forte et la plus... Donc il y a quand même cette vision de deux Ukraines qui, regardant leur histoire, s'accusent mutuellement l'une vis-à-vis de l'autre d'avoir été pro-fasciste et l'autre vis-à-vis des Ukrainiens de l'Est d'avoir été à la botte de Staline. Donc quand même cette fracture elle est forte aujourd'hui et elle est d'autant plus forte qu'elle est particulièrement instrumentalisée. Et elle est beaucoup instrumentalisée depuis Moscou. Moscou ne parle plus des Ukrainiens que comme des fascistes. Hein. C'est quand même devenu très compliqué. Oui, alors cette question des échanges de population, elle est effectivement très présente à travers les conflits mémoriels qui opposent aujourd'hui les Polonais et les Ukrainiens. Enfin, bien sûr, on parle vite parce qu'il y a quand même des Polonais qui soutiennent une autre version de l'histoire et des Ukrainiens de même. Mais disons qu'il y a des conflits qui ont été très attisés depuis depuis la fin des régimes communistes. Effectivement, donc, il y a eu cet échange de population pour créer finalement des frontières ethniques et donc qui a entraîné entre les deux pays le déplacement de 1,5 million de personnes, donc c'est pas rien comme histoire. Et finalement, à partir du moment où il s'est agi de remonter dans le temps et de revenir à cette après-guerre, il y a eu d'abord un ressentiment très fort manifesté par les Ukrainiens à l'égard des Polonais et qui a trait finalement un peu à l'épilogue de cette histoire lorsque le dernier noyau de minoritaires ukrainiens qui avait échappé, on peut dire, à ces opérations de déplacement de population a été très brutalement chassé de Pologne orientale pour être dispersé dans différentes régions de Pologne. Et il y a même certains protagonistes de ces questions mémorielles en Ukraine qui considèrent que cette dernière opération comme une forme d'ethnocide. Donc les termes sont quand même assez radicaux. Mais d'un autre côté, ces conflits liés à la fin de la Seconde Guerre mondiale ont fait finalement remonter tous les conflits de la Seconde Guerre mondiale, sachant qu'il y a eu plusieurs affrontements, agressions très sanglantes des uns à l'égard des autres. La séquence qui a sans doute été la plus spectaculaire et la plus meurtrière était celle a été celle des massacres de Volhynie, des massacres donc qui ont été perpétués par des membres de l'organisation nationaliste ukrainienne à l'égard des minorités polonaises de cette région. Nous sommes en 1943. Et donc chacun a sa version de l'histoire et ces conflits sont d'autant plus forts que la renaissance de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, sa mise à jour, a évidemment favorisé la redécouverte dans l'opinion de la question des résistances nationales et que finalement les héros des uns sont évidemment les bourreaux des autres. Donc, par exemple, pour ne prendre que la figure de Stepan Bandera, qui était l'un des leaders justement du mouvement de résistance en Ukraine, et bien Bandera, pour les Polonais, est quelqu'un qui a vraiment les mains tachées du sang des Polonais. Donc, on rentre là dans un cycle dont on ne sort pas vraiment, même si par ailleurs, il faut préciser que peut-être l'un des éléments les plus forts, les plus impressionnants des transformations intervenues en Pologne, dans la société polonaise, c'est précisément l'immigration ukrainienne. Et quand on est à Varsovie,
Enfin, Varsovie est maintenant une ville où on entend parler ukrainien partout, où on croise des Ukrainiens partout, que ce soit dans les universités à travers les étudiants, que ce soit dans les cafés à travers les serveuses, que ce soit dans les institutions académiques à travers les dames qui s'occupent des garde-robes, là, des porte-manteaux, etc., etc. Enfin, partout, partout en fait. On découvre cette présence ukrainienne dans les grandes villes de Pologne. Et donc il y a de fait un renouement et marqué par une très très grande proximité. Les uns et les autres se comprennent, même si les Ukrainiens parlent en ukrainien dans les supermarchés et les Polonais en polonais, ils savent tout à fait se comprendre. Donc il y a une dimension qui est quand même assez, une dimension qui est assez paradoxale entre justement ce renouement qui de nouveau efface finalement de fait efface la frontière qui s'était créée et qu'on avait créée quand même de manière si cruelle à la fin de la Seconde Guerre mondiale par cette immigration on considère aujourd'hui qu'il y a entre 1 et 2 millions d'Ukrainiens en Pologne, ce qui est quand même pas rien. Et d'ailleurs, on ne sait pas, au vu des développements les plus récents, qu'est-ce que. Il y a beaucoup de gens qui sont partis en Pologne récemment d'Ukraine. Qu'est-ce que ça représente? Ça, je ne saurais le dire. Mais il y a donc, de fait, des formes de renouement et en même temps des crispations qui restent très vives, et des crispations qui restent très vives et qui sont aussi très alimentées politiquement.